Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on va parler gros billets et l'immobilier et la liberté. On verra pour plus tard, mais c'est l'été, vous êtes sûrement en vacances. Vous avez ce sentiment de liberté. Les hommes sont en Marcel, les femmes sont en robe d'été, la vie est belle. On profite de la plage, des enfants, ou alors au moins de son bureau qui est vide, son chef est parti en vacances. La vie est belle, la vie est douce, la vie devrait être toujours comme cela. Trêve de plaisanterie, merci à tous pour les écoutes avec Clément Youdek. C'est incroyable, les écoutes ont décollé, elles sont sur une fusée. J'ai quasiment 2 fois plus d'écoutes sur l'épisode avec Clément que sur l'épisode avec Guillaume d'il y a 3 semaines, je pense, spécialiste de l'ultra. Donc voilà, entre faire des gros billets, rouler en Porsche et en Maserati et faire 2000 km à vélo, j'ai l'impression que vous avez fait votre choix, donc c'est plutôt la Maserati qui l'emporte. Donc merci à tous. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je m'appelle Thibaut, je publie chaque semaine un épisode le mercredi à 7h, peu importe l'endroit où vous êtes, il sera disponible. Mercredi, bien sûr, heure de Paris, hein. Si vous êtes à Buenos Aires ou en Tanzanie, il faudra régler votre montre pour être pile à l'heure. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis spécialisé en finance d'entreprise, mais ça j'en parle pas trop. Et aussi j'ai pas mal de biens immobiliers seul avec un de mes amis. Et j'ai écrit 2 livres sur le sujet, un livre sur la négociation, un livre sur comment acheter ses premiers biens rentables. Si vous voulez les trouver, ils sont dans la description du podcast ou alors sur Amazon, vous tapez Bye Bye Patron en un mot. Ils sont toujours à moins de 5 € en e-book et à moins de 15 € en papier. Elle est pas belle la vie. Aujourd'hui, je vais trouver un invité exceptionnel parce qu'on va parler bourse, on va parler finance de marché. Et c'est un domaine pour lequel, quand on est podcasteur, c'est hyper compliqué d'avoir quelqu'un qui est pas là pour vous vendre des trucs bidons, qui vient pas de créer une start-up dans la minute et qui connaissait rien il y a 2 ans, ou qui veut vendre des formations sur la bourse, alors qu'en fait, il vient d'ouvrir un compte chez Trade Republic il y a 6 mois. Voilà, là, je vous ai trouvé un professionnel de la finance de marché. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est gérant de fonds. On parle de 4 milliards d'euros qu'il gère. Donc, si quelqu'un est crédible, ça doit bien être lui. Donc, vous allez voir un invité exceptionnel. Il n'est jamais passé sur aucun podcast. Et il va nous raconter à la fois comment lui, il gère justement ces 4 milliards d'euros et surtout comment est-ce qu'on peut s'adapter en tant que particulier. Quelles sont les stratégies qu'il va développer dans le podcast. Je pense que je les ai jamais entendues nulle part. Donc, c'est notamment les stratégies. En ce moment, les marchés sont plus bas. Enfin, on sait jamais si c'est le plus bas, mais en tout cas, ils sont bien bas. Comment est-ce qu'on s'adapte quand les marchés sont bas comme ça ? Comment est-ce qu'on fait pour profiter de l'inflation, justement, sur son portefeuille, au moins se protéger également, peut-être profiter de la surperformance de l'inflation, parce que l'inflation, c'est quoi ? C'est les prix qui augmentent. Donc, si vous avez des actions, des sociétés qui augmentent les prix, vous pouvez en profiter tout simplement. Donc, on va voir ça avec Xavier aujourd'hui. J'étais ravi de l'avoir parce que c'était notre premier membre du Club Invest. Donc, comme vous le savez, avec Michel, mon associé, on a créé un club qui s'appelle le Club Invest. Et dessus, on est une petite dizaine, voilà, et on échange tous les jours et on aide les personnes qui veulent acheter des biens rentables à les trouver, à les acheter, à adopter la bonne stratégie, à acheter dans le bon coin, voilà. La bonne localisation, sur quel type de bien s'orienter en fonction de son profil. Si vous voulez nous rejoindre, lien dans la description du podcast, ou alors vous allez sur clubinvest.fr ou vous m'envoyez un mail info@byebyepatron.net. Elle est pas belle la vie, franchement, je suis de super bonne humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais voilà, il fait beau, c'est l'été, je suis content. 2-3 petites choses avant de commencer, on a presque 100 notes sur Spotify. Voilà, pétez-moi ce bouton like sur Spotify. On a 92 notes, on va arriver aux 100, je suis trop content, merci à tous. Franchement, ça me met de super bonne humeur quand j'ai des retours sur le podcast, quand j'ai des notes. Merci également à David sur Apple Podcast. Il m'a mis une note 5 étoiles et un commentaire. On a 74 notes en 72 épisodes. Voilà. Là, les nombres d'épisodes ne pourront plus jamais rattraper les notes grâce à vous parce que j'ai tout le temps des notes. Vous êtes au top. Merci. Et David, bien sûr, t'es un invité. Quand tu veux, tu reviens sur le podcast. Tu nous achètes des biens. Tu poses du placo. Tu fais ce que tu veux. T'as été un invité exceptionnel et t'es une personne exceptionnelle. Donc, merci à toi pour tous les partages, les notes et puis ton parcours, il est super inspirant. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un six-pack après 40 ans, David le plaquiste sur Instagram. Et j'en ai quasiment fini avec cette intro, mais normalement, parce que là, j'enregistre cette intro le week-end précédent l'apparition du podcast, mais normalement, ce lundi est paru un épisode chez Tony, Une vie de liberté, l'ami Tony,
on a fait un battle de punchline de rap. Donc on avait fait un premier épisode, si vous l'avez pas écouté, c'est mon épisode, je pense, du 25 décembre 2021. Bataille de punchline de rap avec Tony. Et là, on a fait un match retour de battle de punchline de rap. Et à la fin, il y a une petite surprise. Donc si vous voulez écouter cet épisode, je ne peux que vous le recommander. Et merci à l'ami Tony de m'avoir invité. On est parti avec Xavier. Alors là, sortez les cahiers, les stylos. Commencez à compter vos euros et ça va être l'heure de adapter son portefeuille aux conditions de marché grâce aux conseils en or prodigués par Xavier. On est parti, jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on a un invité d'exception. On va parler bourse, marché financier. C'est un sujet qui est très important, mais que j'ai pas beaucoup pu aborder dans le podcast, notamment parce que c'est très difficile de trouver des professionnels dont c'est vraiment l'activité, dont c'est vraiment le métier, et qui sont pas juste des flambeurs ou des vendeurs de formation. Donc aujourd'hui, l'invité du jour, il a rien à vous vendre si ce n'est du savoir qui est gratuit. On est vraiment dans le pur échange. Salut Xavier, comment ça va? Salut Thibaut, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, je suis ravi de t'avoir. Donc Xavier, comment on s'est connus? T'as fait partie t'étais un des premiers membres du club Invest. Donc le premier, je crois. Ou le premier, voilà, le premier. Donc on a pu pas mal échanger pendant plusieurs mois. Donc c'était toujours très très agréable. Voilà. Et ce club Invest, on salue tous les membres, hein. Franchement, ouais. on est très content de l'équipe qui s'est formée un peu On n'avait pas la base de direction précise, hein, mais ça fait une bonne petite mayonnaise qui a bien pris, et donc on est ravis. Du coup, Xavier, si tu pouvais te présenter rapidement, j'aime bien pour un peu commencer, si tu avais un job, un premier job un peu insolite ou ingrat à nous raconter, et puis nous dire ce que tu fais maintenant et pourquoi tu es légitime en tant qu'invité sur ce podcast. Ouais. Pas légitime, c'est moi qui l'ai dit, mais ouais, c'est toi. Mais c'est moi qui voulais. Dans tous les cas, je suis d'accord. J'ai rien à vendre sauf échanger avec toi, et puis j'ai aimé faire partie du club Invest, mais toutes les relations qu'on a pu avoir avec toi et Michel. Donc mon parcours, donc ça fait 20 ans que je travaille sur les marchés financiers. J'ai ma première expérience, pour l'anecdote, c'était dans une banque. J'étais au guichet à l'entrée. Je déposais les chéquiers. J'étais les petites choses, je descendais les gens au coffre. C'était rigolo, mais un peu frustrant, parce que personnellement je me disais allez, je pense qu'il y a mieux à faire dans la banque. J'étais intéressé par le côté technique, par l'expertise. Donc très vite, j'ai orienté mes études vers la finance de marché. J'ai rejoint une banque d'investissement où j'étais contrôleur des risques sur les produits dérivés sur actions. Puis après, j'ai encadré une équipe de contrôleurs. Après, je suis allé travailler à l'étranger, où là j'étais market maker sur les options sur actions, sur les paniers d'indices, pour être précis. Tu peux expliquer super rapidement ce que c'est un market maker? Ça t'as pas parlé à tout le monde. Oui, bien sûr, c'est quand tu veux acheter ou vendre une option sur le marché, il faut que quelqu'un te donne un prix derrière l'écran. Et moi j'étais celui qui donnait des prix. Bon, pas bien sûr, ça se fait pas à la main, mais on a des machines, des robots qu'on paramètre de façon à être plus ou moins agressif dans le prix qu'on va te proposer. Okay, super. Voilà, ça c'était on va dire 10-12 premières années. Puis après, j'étais hyper spécialisé, donc expert de mon domaine, mais malheureusement un peu frustré, parce que je n'avais pas de vue de marché, je suivais pas vraiment l'économie, et puis j'avais peu de marge de manœuvre, mis à part mon expertise. Donc j'ai rejoint la gestion d'actifs depuis un peu plus de 10 ans, et là donc je suis gérant de fonds. Je gère en un peu plus de 10 ans, j'ai pu gérer des fonds très très différents, des fonds actions avec une marge de manœuvre. J'ai aussi des fonds obligataires, des fonds diversifiés, et même des stratégies de performance absolue. Donc voilà, 10 ans dans la gestion de fonds, ça commence à faire. Il s'en est passé des choses en 10 ans. Ouais.
Et c'est vrai que c'est pas la même chose quand c'est ton portefeuille à toi en dizaines de milliers d'euros que toi c'est en milliards d'euros, en centaines de millions d'euros au moins les fonds, je suppose. Non, c'est plutôt ouais, tout compris, avec l'équipe, on gère plus de 4 milliards d'euros. Ouais, voilà, 4 milliards d'euros, donc ça fait une bonne paye. Et faut pas. Ce dont on parle rarement, tu me contrediras, c'est que si j'ai tort, mais quand tu gères 4 milliards d'euros, tu peux pas rentrer sur les mêmes actifs que que quand t'es tout seul. Si tu vas trouver une petite société qui est sous-valorisée, qui vaut 100 millions, si toi tu gères 4 milliards, tu peux pas rentrer à coup de 20 millions d'euros sur une boîte qui en vaut 100. Pour info, Thibaut, on se fixe comme objectif de jamais dépasser 10% du volume quotidien traité sur la valeur. Ok, ouais. Donc, pour les petites valeurs, ça peut aller très vite. Ouais, parce qu'il y a des valeurs où souvent les sociétés qui sont comme ça, un peu, 100, 200, 300 millions, tu peux avoir encore le fondateur historique qui a encore peut-être 20% de la société, donc lui il bouge jamais. Parfois il a des trusts, des trucs comme ça qui sont un peu reliés, qui détiennent encore une autre partie, et puis au final il y a assez peu d'échanges sur les titres. Ok, super intéressant. Et donc ça c'est ton métier d'aujourd'hui. Tu gères donc des fonds actions et obligations. Plutôt des fonds flexibles et quelques fonds actions et obligataires, mais dont le client nous donne une marge de manœuvre pour essayer d'ajuster l'exposition et créer un petit peu d'alpha, si tu veux. Ok. Donc l'alpha, c'est la surperformance d'un fonds par rapport au marché, au benchmark. C'est ça. Ok. Et donc avec toi, on va traiter de 4 parties dans ce podcast. Donc stratégie d'investissement, on va parler de l'inflation dans la gestion de son patrimoine, parce qu'en ce moment c'est très important, la construction d'un portefeuille, et puis un peu on va traiter des moments pas qui arrivent une fois dans une vie, mais des moments un peu exceptionnels où les marchés ils ont tendance par exemple à être très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on réagit? Donc voilà. Bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. On vous partage juste l'expérience d'un gérant de fonds. Du coup, les stratégies d'investissement, est-ce que tu pourrais nous exposer, par exemple, tes clients, donc je pense qu'ils sont pas directement vers toi, mais en gros, vous avez quoi comme stratégie stratégie, et puis tu sais, est-ce que tu crées les fonds, toi? Tu crées le fonds? En fait, l'idée, Thibaut, c'est plus d'essayer le client en général, il a un petit avis sur ce qu'il veut, donc il nous envoie il nous fait passer une commande et on essaie de trouver la solution la plus adaptée à son besoin. Mais en général, les professionnels, si tu veux, ils sont quand même expérimentés, ils savent, ils achètent des briques, si tu veux, auprès de différents fournisseurs, et nous sommes en charge d'une brique dans leur allocation. Mais tu vois, tu me poses la question des stratégies. Parce que j'y ai réfléchi avant cette interview, et je me suis dit, il faudrait que ce soit des stratégies qui soient aussi implémentables par des particuliers, tu vois. Il faut qu'il y ait quand même que l'auditeur, il y a un côté pragmatique. La première strat que j'aime bien, et c'est rigolo parce que elle a été présentée il y a quelques semaines par un de tes interlocuteurs dans le cadre d'un podcast, c'était la stratégie de Jean Aimé. Tu t'en souviens? Oui, moi je me souviens. Jean Aimé, puis j'ai lu notamment son livre après le podcast. Mais sa stratégie, elle est vraiment, elle est bien. Et en plus, la partie que moi j'adore et qui est pas documentée dans d'autres livres, c'est tout ce qui est gestion du risque et gestion de ses pertes. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce que vendre des options sur les actions, c'est quand même ça a plus de 20 ans. Mais le faire et avoir une méthode pour prendre profit et pour aussi couper ses pertes, c'est plus rare. Et tu trouveras pas dans d'autres livres cette partie-là développée aussi bien que a pu la faire Jean Aimé. Donc voilà, la première stratégie que j'aime bien, c'est ça, c'est de se dire, définir des règles et vendre des options sur une série d'actions que tu as identifiées. Tu vois, ça peut aller du Apple, je te déconseille du Tesla, mais du Amazon, des boîtes comme ça, où tu mets en place une stratégie systématique de vente de put 80%. Donc ça, c'est dans l'idée de réaliser une performance annuelle, peut-être
Voilà, peut-être qu'on peut atteindre 5% par mois, c'est ce que Jean-Aimé disait. Ouais, il disait 2 à 5%. Voilà, Donc si on peut reprendre juste pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode, on est déjà, alors faut quand même déjà avoir un peu investi pour comprendre comment ça se passe. Mais en gros, on peut vendre des puts. Donc un put, c'est quoi? C'est une comment on traduit ça? Une obligation de vente? Non, c'est un droit de vendre une action à un prix prédéterminé. Voilà. Donc si vous avez des actions qui valent 100, vous pouvez acheter un put. Quand tu achètes un put, un put, on va dire strike 100, donc c'est-à-dire de prix 100, et quoi qu'il arrive dans le monde, tu vendras toujours ces actions à 100. Ouais. Et quelqu'un en face va te vendre cette assurance, on va dire, donc c'est une vente de put à un certain prix. Et plus le temps passe, parce que ces options elles ont une durée, plus le temps passe, moins ton option elle a de valeur, parce que de valeur temps en tout cas. Parce que la probabilité que l'événement se réalise, si tu veux, diminue. Donc par conséquent, ce que tu as vendu, sa valeur baisse. Donc toi, tu encaisses. C'est pas une stratégie qui va vous faire tous rêver, mais c'est une stratégie qui génère des petits gains régulièrement. Donc, premier point. Voilà. L'autre stratégie avec les options, Thibaut, c'est celle de se dire, je vais constituer mon portefeuille et je vais être payé pour le faire. Je m'explique. Imagine aujourd'hui, tu vois, Apple, ça cote 150 hier soir, 148. Toi, tu vas vendre un put 20% plus bas, c'est-à-dire 120 grosso modo, et tu vas encaisser de l'argent pour ça. Imagine, l'action baisse, elle perd 20%. Toi, tu es exécuté, donc tu vas devoir acheter l'action à ce prix-là. Mais finalement, tu l'as acheté 20% moins cher qu'initialement et tu as été payé pour le faire. Tu vois, c'est comme tu l'as payé plus 120, tu l'as payé 110. Voilà, je vais te prendre un autre exemple. Je sais que tu adores les voitures. Imagine, tu as une belle Mercedes classe GLC coupée 300. C'est une voiture qui vaut, je crois, dans les 60 000 euros. Je suis concessionnaire Mercedes et je te dis, Thibaut, écoute, je te donne 500 euros tout de suite. Mais dans 3 mois, si j'arrive pas à vendre la voiture, tu es obligé de me l'acheter à 45 000 euros. Est-ce que tu es d'accord? Mais je peux ne pas te rappeler dans 3 mois et je te dis, garde les 500 euros, la voiture, je la garde, j'ai réussi à la vendre. C'est exactement la même chose. Tu pourrais être payé pour acheter Apple 20% plus bas, mais simplement, si l'événement se produit, tu es obligé de l'acheter à ce prix-là. Ouais, c'est une bonne stratégie sur les boîtes dans lesquelles on croit. Le seul bémol qu'il faut mettre quand même, c'est que les options, c'est par paquet de 100. Donc quand on est institutionnel, c'est pas très grave. Quand on est chez Apple, c'est encore payable. Quand on est chez Amazon, là, ils viennent de diviser leurs actions, mais quand tu es dans des actions à plus que 500 ou à 1000 euros, c'est très vite des sommes fois 100 quoi. 100 fois 100, ça fait 10 000. Ouais. Donc il faut les avoir. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est une contrainte. C'est la première contrainte. Ouais. La deuxième strat, tu sais que j'aime bien parce que je cherche toujours à avoir une sorte d'avantage concurrentiel pour dans le cadre d'une stratégie. Pas forcément quelque chose de compliqué, mais il faut que je retrouve un avantage concurrentiel. Et la deuxième strat, c'est l'insider trading. C'est insider, c'est cette information que peuvent avoir certains privilégiés sur une action. Alors bien sûr, tout est légal, mais la réglementation, par exemple, aux États-Unis, est très bien faite parce que lorsqu'un membre du comité d'investissement ou de la direction d'une entreprise cotée intervient sur l'action, elle doit, dans les 5 jours ouvrés, communiquer à l'autorité de marché américaine son opération. Et l'autorité rend publique immédiatement l'information. Donc il y a des sites, tout à fait gratuits, qui te permettent de suivre l'action de ces directeurs financiers, de ces directeurs généraux sur leurs actions là-bas. Et tu vas t'apercevoir, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais que comme ils sont au pilotage de l'entreprise, ils ont accès à une information privilégiée et souvent, tu peux profiter de cette information. Je vais te donner un exemple. Bon, c'est caricatural, mais imagine Tim Cook, chaque fois qu'il intervient sur l'action Apple, il est obligé de renseigner cette information dans la base de données. Quand tu vois qu'à un certain moment, il dépense 3 fois son revenu annuel en achat d'actions, tu te dis, bon, il y a quelque chose.
toi déjà tu croyais en l'action, si tu le vois faire de la sorte, tu peux te dire ça te conforte dans ton avis. Exact. Et inversement, hein, quand tu les vois se délester... Si tu vois vendre... Exactement. Tu vois, fin 2021, les insiders américains, il y a des stats, ils se sont mis statistiquement à vendre un peu plus que ce qu'ils n'avaient l'habitude de faire. Donc tu aurais pu prendre ça comme un signal avancé. Une autre strat que j'aime bien aussi, c'est vraiment old school, c'est tu sais, privilégier les actions value. Ce sont des actions dont la cotation boursière est inférieure à la valeur comptable, si tu veux, de l'entreprise. Hein, le plus connu dans ce domaine, c'est Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Mais pour ceux qui ont des petites connaissances en analyse financière, eh bien, on peut toujours chercher ces entreprises. Notamment aujourd'hui, il y a pas mal d'actions japonaises qui sont dans ces situations-là, donc la valeur comptable ne reflète pas, la valeur boursière ne reflète pas la valeur comptable, parce que ce sont des boîtes qui ont énormément de cash, qui investissent peu pour l'instant, mais dont la croissance à venir peut paraître limitée, n'empêche que elles sont très solides. En fait, c'est comme... si on peut faire un exemple, donc en fait, c'est des sociétés qui ont, si on liquide, alors bon, bien sûr, les normes comptables, elles ont certains biais, mais qu'on connaît assez facilement, notamment, il y en a un qui est dans certaines normes comptables, notamment les normes nationales, les biens immobiliers, ils sont au prix d'achat et en plus, ils sont amortis, donc ils sont de moins en moins, même s'ils ont pris de la valeur. Mais en gros, pour faire simple, les actions value, si tu liquidais la société, tu aurais plus d'argent en vendant tout, même avec des décotes sur certaines choses, que en fait la somme totale, la market cap, donc la somme totale des actions fois le nombre d'actions fois le cours des actions. Donc en fait, c'est un peu comme si vous achetiez par exemple un appartement à 100 000 euros et le vendeur il vous laissait 150 000 euros, une valise avec 150 000 euros dans l'appart, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Je sais pas si l'exemple il te parle, mais pour moi, c'est comme ça que je vois. Il y a des sociétés. Alors, il y en a, c'est quand on fait la somme de tout. Voilà, les immeubles qu'ils ont, les créances clients qu'ils ont, moins les dettes qu'ils ont, plus le cash. Déjà, ça, c'est super rentable. Mais il y a des sociétés, juste si on regarde leur cash sans les dettes, enfin, moins les dettes, il y a plus de cash que la market cap, quoi. Je veux dire, la somme voilà, vous avez peut-être dit, je sais pas, 1 million d'actions à 100 euros. Et dans les comptes, il y a 150 millions de cash qui traînent, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, tu l'as bien résumé. Et les études ont tendance à... Alors, jusqu'à l'an dernier, ça avait un peu changé. Maintenant, on retombe un peu sur nos pieds à montrer que les actions value, elles ont... L'opposé de value, c'est les actions growth. Donc, par exemple, les sociétés tech, en gros, elles ont quasiment pas d'actifs. Et en tout cas, très peu d'actifs tangibles. Et si vous voulez liquider, si demain Facebook fait faillite, vous vendez tout, ça vaut presque rien, quoi. Alors qu'à côté de ça, si vous vendez, je sais pas, Accor, les hôtels Accor, je sais pas si on peut considérer que c'est value, mais au moins si vous vendez, vous voyez bien que vous avez des murs, vous avez plein d'hôtels partout dans le monde, et donc c'est pas la même chose. Et donc si je me trompe pas, c'est ça, les actions value, elles ont surperformé les marchés depuis 30 ans, ou je sais pas. Là récemment, si tu veux, le truc c'est qu'elles sont un peu sensibles au taux d'intérêt, ce qui fait que quand les taux étaient bas, ça les a desservis, mais maintenant que les taux remontent, ça joue plutôt en leur faveur. Mais sans rentrer sur cet aspect-là, c'est aussi rassurant de se dire que tu peux acheter une entreprise vraiment pas chère, quoi. Historiquement, le meilleur, c'est Warren Buffett là-dessus. Et quand on n'a pas le temps, on peut très bien aussi acheter une part de Berkshire Hathaway qui structurellement fait beaucoup ça. Et voilà, ces trois stratégies d'investissement, je pense, qui peuvent être mises en place. Mais au-delà de ça, il y a quand même des points importants pour moi. C'est il faut au préalable bien comprendre la stratégie, qu'elle reste simple. 2, avoir prédéterminé des règles, des règles d'implémentation. Tu vois, je fais un trade par mois, ou si je perds 10%, je me coupe. Si je gagne plus de 25%, je prends la moitié des profits. Faire en sorte qu'on respecte ces règles, qu'on soit discipliné, non émotif, et qu'on les testé avant de les mettre en place. Ça, je trouve que c'est un truc hyper important. Je vois trop de gens arriver avec une petite stratégie qui a été développée et puis tout de suite se lancer. Non, je pense qu'il faut, tu vois, ce qu'on dit en anglais paper trading, c'est-à-dire essayer pendant 2-3 mois de tester sa stratégie avant de la mettre en place. Ok. Et alors tu me contrediras
si jamais, mais les lignes, les guidelines qu'on se fixe, enfin les règles, souvent on dit qu'il faut carrément les écrire à la main sur un bout de papier et les avoir sous les yeux, parce que on pense toujours qu'on est plus intelligent et tout ça, mais on l'est pas. Et quand ça baisse, moi j'avoue, j'ai vécu le Covid. Quand t'as ton portefeuille qui prend, je sais pas, il a dû prendre moins 25% en 2 semaines. Alors maintenant, c'est simple, tout le monde te dit qu'il fallait charger comme un fou, mais rien que mettre mon allocation mensuelle, parce que moi j'investis tous les mois, rien que mettre mon allocation mensuelle en étant quasi sûr que le lendemain ça vaudrait moins que le jour, parce que c'est ce qui se passait, faut dire ce qui est. Tu mets 1000 un jour, le lendemain c'est plus que 950. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est 2000, mais il faut quand même, heureusement que j'avais déjà vécu un peu des périodes creuses et je savais qu'il fallait continuer comme ça. Et en ce moment, les cryptos, c'est beaucoup plus dur à lire. En ce moment, les cryptos sont au plus bas et plus personne n'investit dedans, j'ai l'impression. Alors qu'il y a un an, tout le monde était là, punaise, si j'avais acheté cette crypto qui vaut 500 aujourd'hui, si je l'avais acheté à 50, aujourd'hui elle est à 20 et personne rentre dessus. Alors à juste titre ou non, on n'en sait rien, mais pour les actions, c'est quand même un truc qui est beaucoup plus solide que les cryptos, ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est pas... En fait, on n'arrive pas à se mettre dans le même état d'esprit. Ouais. À partir du moment où tu mets en place un trade, une opération, émotionnellement, t'es plus neutre. T'es impliqué. Donc, tu dois tout avoir prévu au préalable, si tu veux. Et après, à chaque mise en place, ton rôle, c'est d'implémentation. Mais au préalable, ta gestion du risque, tout ça, ça doit être écrit, préparé. Sinon, tu vas te laisser embarquer dans les moments extrêmes de marché et vivre un ascenseur émotionnel qui va faire que ça va te desservir plus qu'autre chose. Ok, super. Donc on a cité 3 stratégies, vente de put. Ouais. Vous pouvez réécouter mon épisode avec Jean-Aimé. C'est un épisode. En plus, j'avais un problème de son un peu dessus, mais c'est un de mes épisodes. Il doit être encore dans le top 3 des épisodes les plus écoutés. Investissement value. Ouais. Pardon? Les insiders. Insiders, donc les dirigeants, vous pouvez voir. Il y a un site connu, Trade Insider. Ouais. Les insiders, donc si un dirigeant il vend ses actions, il en achète beaucoup, c'est peut-être le moment d'acheter. Ça marche surtout sur les US. Oui. Je pense que la réglementation européenne, elle demande plutôt quand tu dépasses des seuils, mais c'est moins contraignant et je pense moins en temps réel. Il y a les informations sur le site de l'AMF, mais c'est beaucoup moins fait qu'aux US. Beaucoup moins. Et la troisième, donc les investissements value. Ouais. Donc voilà, c'est très intéressant de s'intéresser aux investissements value. T'as le livre de Benjamin Graham. Benjamin Graham, il s'appelle. Je suis pas sûr là, d'un coup, qui est un peu le point de départ des investisseurs value et qui est une. Là, Xavier, il est parti chercher le livre. Ouais, c'est ça. Benjamin Graham, voilà, tu vois, pour info, c'était celui-là. Investir dans la valeur, voilà. C'est le père spirituel de Warren Buffett. Ok, super. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'était comment on traite l'inflation justement dans la gestion de son patrimoine aujourd'hui. Donc l'inflation, en fait, en ce moment, on est un peu dans un monde qui est un peu compliqué dans le sens où normalement l'inflation, quand il y a de l'inflation, on monte les taux. Quand on monte les taux, ça fait baisser la bourse. Mais en même temps, donc ce serait peut-être pas le meilleur moment pour rentrer en bourse, mais en même temps, quand il y a de l'inflation, ton épargne elle vaut de moins en moins, donc c'est pas le meilleur moment non plus pour garder de l'argent sur tes comptes. Ouais, tout à fait. Et après le risque premium, je sais pas si tu veux, enfin tu sais, on parle souvent du risque premium. En fait, combien un investisseur, par exemple, est-ce que vous allez acheter des actions si vous savez que vous avez que 2% de renta? Probablement pas. Mais si on vous dit qu'il y a 7% de renta, 8% de renta, ben là tu vas rentrer. Et en fait, ce equity risk premium et le total en fait de premium, ben il est lié aussi à l'inflation en partie. Donc ouais, c'est vraiment. Donc en ce monde de, je sais pas, elle est à 6-7% l'inflation. Alors les chiffres précis, Thibaut, c'est 5% l'inflation en France. En Espagne, c'est 10%. Et le dernier chiffre qui est sorti mercredi aux US, sur un an glissant, l'inflation est de 9,2%.
Voilà. Franchement, c'est des chiffres inouïs. Hein. Tu sais, les 15 dernières années, on n'aurait jamais cru avoir ce niveau d'inflation. Et pour retrouver sur les niveaux d'accélération de l'inflation, tu vois, cette variation du taux d'inflation, faut revenir dans les années 70 pour retrouver quelque chose de similaire. Tu vois, 70, souviens-toi, c'était après la guerre de Kippour, on a eu les pays exportateurs de pétrole qui se sont entendus pour appliquer une augmentation des prix du pétrole de 70%. Donc c'est vraiment historique comme changement, on vit un moment exceptionnel. Alors il est en plus lié aux matières premières, oui, mais aussi tu sais, les goulots d'étranglement suite au Covid, problématiques d'acheminement, le confinement en Chine, tout ça, ça n'aide pas. Mais Et après, je pense, je trouve faire de la géopolitique, que il y a des gens aussi qui s'en servent pour monter leur prix. Tu vois, l'autre jour, j'écoutais une interview de Michel-Édouard Leclerc. Il disait, ouais, il y a des gars sur le cacao, ils me font plus 20%. Mais bon, il cite la guerre en Ukraine. Bon, le cacao, il est fait en Afrique. On voit pas trop. Alors, ok, il y a peut-être un peu plus sur le transport, mais t'en as. Voilà, s'ils peuvent, c'est comme les artisans qui sont en retard, c'est toujours la faute du Covid depuis 2 ans. Il y a un effet bien sûr de fond qui existe vraiment, et puis je pense qu'à côté de ça, il y a aussi un peu d'opportunisme. Si tu regardes les taux bancaires, ils ont énormément augmenté. Si je me trompe pas, là, on est le 15 juillet, les taux de la BCE, ils ont toujours pas monté. Oui. Tu vois. C'est de la composante. Oui, peut-être dans les taux, il y a une partie de la composante risque de défaut, tu sais, parce que quand les taux montent, il y a cette paramètre aussi. Mais c'est vrai que la BCE reste en retard des autres banques centrales sur la remontée des taux. Mais juste pour revenir sur les conséquences sur le patrimoine, bah tu le vois bien, si tu restes en cash dans cet environnement, bah tu perds structurellement de l'argent. Voilà, sur un an, si toute l'épargne, on a perdu 5%. Voilà. Donc si tu as 100 000 euros de côté, tu as perdu 5 000 euros, tu as perdu 410 euros par mois. Exactement. Tranquille. Donc toi, t'es content si t'économises 10 euros sur ton forfait de téléphone, ou tu te plains parce que ton plein d'essence, il coûte 30 euros de plus ou 20 euros de plus. Mais en fait, t'as un truc qui te coûte 420 euros par mois si t'as 100 000 euros de côté. Il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça de côté. Donc... Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait Bah écoute, moi je vais pas te dire ce qu'il faut faire, mais je te dis ce que je fais pour moi et ce que je propose, ce que je suggère, c'est déjà d'augmenter le poids de tous les actifs qui sont sensibles à l'inflation dans les portefeuilles, ne serait-ce que mon portefeuille, tu vois. Personnellement, j'essaye d'avoir plus de matières premières. Donc il y a des ETF qui te permettent d'exposer aux matières premières. Eh bien, il m'en faut. Concrètement, il m'en faut. Hein, tu regardes cette année sur les principales classes d'actifs, il y a que les matières premières qui sont en hausse de l'ordre de 30%. Toutes les autres classes d'actifs sont en baisse. Peut-être le dollar aussi est en hausse, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Le deuxième, c'est les actions du secteur énergétique, parce que il y a la double composante. Elles sont aussi sensibles à leur activité principale, qui est l'exploitation et la production de matières premières. Après, il y a aussi, tu vois, certaines zones que moi je trouve plus sensibles. Bah, les actions norvégiennes, bah, c'est quand même, elles sont assises sur un Equinor, qui est la principale entreprise de l'indice norvégien. Bah, ça représente 30% de la CAPI. Bah, c'est de l'exploitation de matières premières. Et en plus, avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est une zone qui, la demande, si tu veux, européenne vers le gaz norvégien ne cesse d'augmenter parce qu'il réoriente de la Russie vers la Norvège leurs besoins. Donc, c'est bénéfice, c'est profitable pour le pays. Le deuxième, c'est diversifier l'exposition devises, parce qu'il y a des devises matières premières. Tu vois, je pense au dollar canadien, au dollar australien. Ça, c'est des devises qui ont de la sensibilité aux matières premières et donc à l'inflation. Et puis, il y a quand même, tu le disais tout à l'heure, toutes ces boîtes, les entreprises, les actions. Quand il réfléchit une action, c'est quoi une entreprise? Elle va répercuter forcément l'inflation qu'elle subit sur les prix finaux. Et donc, il y a des ETF, tu vois, qui se présentent comme bénéficiaires de l'inflation, qui identifient des secteurs, qui sont sortis, qui arriveront à s'en sortir dans un contexte inflationniste. Ok. Ouais, super intéressant. Et tu vois, l'autre aspect, c'est un truc que je faisais pas. Avant, je
tu vois, une partie des gains, quand je faisais des gains sur un portefeuille, j'essaye de réallouer de façon trimestrielle ou semestrielle les allocations. Mais du fait de l'inflation, il me faut vraiment plus de ces actifs en portefeuille. Donc une partie des gains, je réinvestis plus mes gains, si tu veux, vers ces actifs par rapport à ce que je pouvais faire avant. Ok. Ah, super intéressant. Et ouais. Et l'effet de devise, on en parle. Bah, on peut en parler vite fait. En ce moment, il y a l'euro, l'USD et l'euro, ils sont plus ou moins à 1. Donc, alors il y a des choses pour lesquelles c'est mauvais. Ça dépend. Si vous avez prévu de partir aux États-Unis, c'est une mauvaise idée. Mais sinon, en fait, mathématiquement, si le dollar il monte par rapport à l'euro, t'as plus d'euros. Si t'as des investissements en dollars, tu vois. Enfin, tu vois que t'as une performance en ce moment qui est un peu fausse sur ton portefeuille. Enfin, moi, je le vois sur mon portefeuille. J'ai pas mal d'actions américaines. Bah, en gros, c'est pas l'action en dollars qui a pris de la valeur, mais vu que mon portefeuille, je le suis, bah, en euros, quoi. Bah, j'ai plus d'euros pour les mêmes dollars. Donc, ça. Ouais. Bah, regarde, ça fait, on prend un autre exemple. Tu prends l'ETF, un ETF Nasdaq en euros. Le Nasdaq est en baisse de 25%, mais le dollar est en hausse de 12% par rapport à l'euro. Ce qui fait que tu n'es qu'en baisse de quelque chose comme entre 10 et 12% sur l'ETF. Donc vraiment, faut dire ce qui est, les devises, c'est super compliqué, de savoir exactement comment ça va bouger, mais se mettre un peu partout. Voilà, là, en gros, on a l'impression que personne n'a de pouvoir sur ce taux de change euro-USD. Bah, c'est peut-être pas mal d'avoir des USD, d'avoir des dollars canadiens ou australiens, parce que qui nous dit, on sait pas, tu vois, peut-être que demain il faudra 2 euros pour un dollar. Enfin, on ne souhaite pas, mais voilà, c'est quand même bien d'être couvert pour le but en fait je pense de la plupart des gens, c'est quand même de dormir tranquille. Hein. Donc voilà. Et tu sais, tu le disais, c'est compliqué d'essayer de le bon moment, quelle devise choisir et quand. Donc franchement, c'est plutôt une approche père de famille qui consisterait à essayer de diversifier au maximum par devise, du dollar, de l'euro, des devises un peu commodes, de l'australien dollar, du dollar canadien, et même l'exposition. Là, on fait un lien avec la construction de portefeuille, mais faut être diversifié géographiquement. Je veux dire, c'est pas parce que les États-Unis ont été le super performeur de 2010 à 2020 avec 260% de performance qu'ils vont rester les meilleurs dans les 10 années à venir. Tu vois, de 2000 à 2010, la perf des US était 16%. Hein, c'était loin d'être les meilleurs. Et tu vois, quand tu achètes un ETF Monde MSCI World, on se rend peut-être pas bien compte, mais il y a 65% d'actions américaines dans l'ETF. Moi, ça me dérange aujourd'hui. Moi, je suis plutôt à me dire, toujours avec cette approche de diversification qui nous permettra de survivre et de traverser les crises, je préfère avoir une exposition action, un tiers Europe, un tiers US, un tiers Asie, et voilà, comme ça, parce que voilà, je me sens plus à l'aise, plus diversifié et moins concentré sur la zone US. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant, les ETF, parfois on a l'impression que c'est un peu comment on va dire, pas la martingale mais tu vois, les trucs le plus simple, mais c'est quand même bien toujours d'y jeter un œil. T'as par exemple aussi beaucoup de gens qui sont pour la finance durable, etc., et qui en même temps achètent des ETF. Chacun fait ce qu'il veut avec ses principes, mais si t'es contre, je sais pas, t'as des ETF dans lesquels il y a des pétrolières, il y a des sociétés d'armes, il y a des sociétés de tabac, d'alcool. Voilà, si toi t'es contre ça, enfin, si au moins vous achetez un ETF, regardez quand même ce qu'il y a dedans, ça peut. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est on peut vite avoir une triple exposition dans le sens, admettons que vous aimez bien Apple, vous achetez des actions Apple. Après, tu dis, je vais m'exposer au marché US, je vais prendre un tracker S&P 500, dans lequel Apple, il doit peser déjà pour, 5 ou 10%. Enfin, en tout cas, un gros pourcentage. Tu reprends du Berkshire Hathaway, dans lequel tu te dis, Buffett. Ouais. Il y a encore du Apple, et après tu reprends, tu te dis, je vais me diversifier sur le monde, je prends un MSCI World. Et en fait, t'as de nouveau du Apple, donc t'es exposé 4 fois, alors que tu penses que t'es exposé qu'une seule fois. Exactement. Donc, ça vaut quand même la peine de regarder. Et je pense qu'on peut faire un bon parallèle avec les US. Par exemple, si on fait un parallèle avec l'immobilier, à un moment, on disait, tu vois, les apparts à Paris, ils vont tout le temps prendre
je sais pas, de 2000, je connais pas bien le marché parisien, mais en gros, de 2000 à 2010, le marché, il a explosé. Donc, les gens, ils disaient, ouais, il y a pas de renta à Paris, mais au moins le marché, il monte. Si tu regardes là, sur 3 ans, les villes qui ont pris, c'est quoi? C'est Metz, c'est Limoges, enfin, mais en fait, vous en saviez rien, tu vois. Dis pas. Alors, tu vas trouver un mec qui l'avait dit. Bah ouais, sauf qu'il y en avait un autre qui l'avait dit à 5 ans, il avait faux. Donc, c'est un peu pareil, tu vois. On peut dire le marché parisien, c'est comme les US aux actions. Si tu te bases sur une certaine période, ça a surperformé et tu auras toujours de la plus-value. Et puis, en fait, après, t'aurais mieux fait d'acheter, je sais pas où, mais dans une petite ville et ça aurait aussi pris. Donc, la diversification. Ouais, ça diversifie. Et puis, il y a un autre aspect, Thibaut, c'est que c'est hyper chronophage de se dire, de rentrer dans le détail d'une zone. Est-ce que c'est cette zone qui va surperformer par rapport à une autre? Il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour arriver à une conclusion dont tu n'es même pas sûr à 100%, que finalement, c'est encore un point positif pour la diversification de se dire, voilà, j'ai une règle de long terme qui diversifie en termes d'actifs, en termes de zones géographiques, en termes de devises. Et voilà, j'aurais peut-être une allocation comme ça tout terrain. Je ferai pas avec cette allocation des performances extraordinaires. Par contre, elles seront régulières et j'amortirai les chocs. C'est ça. Parce qu'en plus, on en a pas parlé, mais plus t'es diversifié, plus ton risque rendement, il est amélioré. Enfin, la volatilité du portefeuille, elle diminue très très vite, pendant que le rendement, lui, reste plus ou moins stable. Exactement. Donc, ça veut dire peut-être que si vous achetez qu'une action, qu'un peu de chance sur 20 ans, vous allez faire la même perf mais vous allez prendre des variations de malade, alors que plus vous en avez, surtout les 15 ou 20 premières lignes, et après vous êtes assez bien couvert par rapport à la volatilité. Et là, c'est la volatilité qui vous empêche de dormir. C'est pas, c'est pas la performance à long terme. Ok. Du coup, on a vu qu'est-ce qu'on faisait pour l'inflation, comment on construit un portefeuille, on l'a plus ou moins vu aussi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la construction du portefeuille. Tu vois, ce dont on vient de dire, je pense que ça doit être l'allocation core. Et à côté de ça, tu as peut-être une poche plus trading, un peu avec les stratégies que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est comme ça que je le fais en tout cas pour moi. J'ai une allocation core, tu vois, ça pourrait être très bien 60-40, c'est le truc le plus connu, 60% d'actions, 40% d'obligations, avec en plus des matières premières. Et à côté de ça, une petite poche trading où là, j'espère plus de rendement, tu vois. Toi, tu investis sur les cryptos, mais ça peut être d'autres stratégies. Mais bien dissocier les deux, de façon et avoir des règles claires pour comme ça, on se laisse pas embarquer par ses sentiments, notamment. Ok. Et quand tu parles de trading, alors c'est vrai que moi, j'en fais pas vraiment. Est-ce que toi, tu as des règles de take profit, par exemple? Ouais. Souvent, on dit que ça coûte plus cher le take. Enfin, sortir trop tôt, ça coûte plus cher que sortir trop tard. Enfin. Ouais, j'entends bien. Ouais, moi, j'ai des règles, tu vois. Par exemple, avant de rentrer dans un trade, je me fixe toujours un prix de stop et un objectif de prix. Sur le stop, quoi qu'il se passe, je couperai. Quoi qu'il se passe. Tu m'entends? Mon objectif, c'est de survivre. C'est pas avant de prospérer, il faut pouvoir survivre. Donc le stop. Avant la Lambeau, faut payer le McDo. Faut être toujours présent pour avoir un jour l'occasion d'acheter la Lambeau, tu vois. Voilà. Tu choisis pas l'ordre des opportunités qui vont être présentées. Donc il faut respecter son stop tout le temps. Et après, je me fixe un objectif de prix. Et sur cet objectif de prix, je coupe en général la moitié de mon du PNL. Et après, par contre, j'ai une sorte de stop glissant, si tu veux, je remonte mon stop progressivement avec la hausse du marché. Et voilà. Ok. Donc si tu achètes une action à 100, tu te dis je la vends à 90, si après elle passe à 110, tu la vends à 100. Ouais. Tu fais comme ça. Ouais, ça, quelque chose comme ça. Ok. Et les stop loss, est-ce que c'est des stop loss manuels dans le sens tu te notes à quel prix tu vas vendre, ou est-ce que tu mets des ordres à déclenchement automatique? Ça dépend. Quand c'est sur un stock, je les mets pas. Je les garde pour moi. Tu vois, je les garde et je regarde tous les soirs. J'ai des alarmes. Quand une alarme s'allume, et ben là, j'interviens. Donc c'est un peu contraignant. Mais quand tu interviens sur des contrats à terme ou des futurs, tu vois, là, tu peux les laisser dans le marché. Et c'est préférable parce que tu utilises souvent l'effet de levier quand tu fais ça, et ton intermédiaire, ton broker,
ils te permettent d'investir plus quand tu laisses des stops sur les positions que tu as en place. Ok. Ouais, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais dans le livre de Jean-Aimé, là, c'était bien exposé la marge, en fait. Expliquer la marge. T'as des marges. Par exemple, avec 10 000 $, peut-être que tu vas pouvoir que vendre pour 500 $ de put ou 1 000 $ de put. Parce qu'après, ton broker, il calcule des marges et tout ça. En gros, si ça se passe mal pour toi, lui, il fait tout pour que ça lui coûte rien. Et donc, par des calculs un peu qui peuvent en plus changer en fonction du risque, il calcule à combien tu peux t'exposer. Donc, tu vois, sur la construction de portefeuille, j'aime bien avoir une alloc de long terme, 60-40. Je privilégie toujours les ETF parce que c'est pas cher, c'est simple. Un instrument au lieu d'avoir 200 lignes. Diversification géographique et en termes aussi de devises. Mon objectif, moi, c'est de faire entre 7 et 10% par an sur ce poche-là. Et j'aime bien l'investissement fractionné, tu vois. Imagine, tous les mois, tu te dis, je mets 10% de mes revenus que j'investis. Eh bien, tous les mois, ces 10%, je les investis dans mon portefeuille. Voilà, j'aime beaucoup. Ça te permet de lisser les points d'entrée. Et voilà, je pense qu'il est aussi toujours important de rester investi parce que ce qui fait la performance sur 5 ans, il y a certaines journées où il faut pas rater ces journées. Tu vois, des grosses journées, il faut pas les rater. Ouais. C'est comme quand t'es étudiant, faut aller à toutes les soirées, parce que peut-être que tu vas rater celle où il y aura une chèvre dans l'appartement. Non, et c'est vrai, c'est assez intéressant. Il y a des études qui montrent, si t'as raté les 15 meilleurs jours du CAC 40 sur 10 ans, ta perf, au lieu qu'elle soit de 8%, elle est de 2%. Enfin, c'est à peu près ça. Donc, faut tout le temps rester dans le game. Ouais. Ok. Ouais, tu vois, et ça fait mais après, d'un autre côté, tu vois, je garde toujours un peu de leeway, de marge de manœuvre en me disant, je trouve que c'est important d'essayer de qualifier l'environnement. Je m'explique, tu vois, c'est-à-dire que il y a mars 2020, souviens-toi le moment Covid, mars 2009, ou septembre 2009, la crise des subprimes, c'était des points bas majeurs sur les actions. Dans l'idéal, sur ces points bas, t'aimerais remettre un peu plus dans ton portefeuille, tu vois. Donc, je garde un petit pourcentage pour ces moments-là. Tu vas me dire, attends, pour les trouver, ces moments, c'est très compliqué. Tout à fait d'accord, c'est hyper compliqué. Maintenant, figure-toi qu'il y a quand même des choses qui reviennent constamment sur ces moments extrêmes. Figure-toi qu'en général, déjà, le sentiment des investisseurs est exécrable. Concrètement, sur ces moments, tu as un excès un niveau d'optimisme, mais hyper faible. Tu as très peu d'investisseurs qui sont optimistes. Par contre, tu as énormément de pessimistes. Bon, il y a des indicateurs pour suivre ça, mais le sentiment des investisseurs, c'est très fort, tu sais, parce que c'est à la fois révélateur de leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vendu une bonne partie s'ils sont tous pessimistes. Deuxième, révélateur de leurs attentes, c'est-à-dire ils attendent vraiment rien, pas de bonnes nouvelles à venir. Et donc, si tout le monde a déjà vendu, marginalement, il suffira un peu d'acheteurs pour créer un déséquilibre, tu vois. Donc, il y a des moments comme ça. D'autres indicateurs, tu sais, plus simplement, ça serait de lire la presse. Quand tu vois sur la presse financière titrée Crack à Wall Street ou ce genre de choses, là, ça doit être un signal d'éveil, un signal d'alerte. Alors, il faut aussi s'être préparé, parce que si mentalement, tu t'es pas préparé à te dire, il y aura des moments comme ça, il faudra que je sois capable de prendre les 10% que je garde en cash, de les réinvestir à ce moment-là, parce que ça fera la différence sur le long terme. Statistiquement, ça l'a prouvé, et comme indicateur, j'utiliserai les signaux que vont me renvoyer la presse ou le sentiment des investisseurs. On n'y arrive pas, quoi. Il faut garder son courage et sa tête quand tous les autres le perdent. C'est facile à dire, mais moins facile à faire. Et j'avais une question justement pour toi. Pour moi, les dividendes, c'est relativement neutre. Je sais pas ce que tu en penses. Une boîte qui en paye pas. Surtout, ça dépend du pays, du broker. Surtout quand tu es particulier, en fonction du pays, des retenues à la source, des trucs comme ça. Limite, moi, j'essaye au maximum. Par exemple, les ETF, je prends plutôt des non décapitalisants parce que aussi là où j'habite, on est moins taxé sur les plus-values que sur les dividendes. Ça dépend aussi en fonction de là où tu habites. Mais tu vois, là, il y a des sociétés qui avaient déjà des bons taux de dividendes
qui globalement, on se dit leur activité, elle va être peu impactée. On en parlait en off, alors c'est pas du tout un conseil, mais par exemple, moi j'ai des actions Nexity parce qu'ils m'assassinent en charge de copro, donc je me suis dit, l'argent que je paye en trop dans ces charges de copro, il va bien chez quelqu'un, autant acheter des actions Nexity. Alors bon, elle a pas vraiment bien performé en ce moment, mais le rendement, il doit être pas loin de 10% sur dividende. T'as des actions des banques, alors les banques c'est beaucoup plus volatile. Ouais. T'as des actions des assurances. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, en ce moment, là, on arrive vraiment sur le cas qu'il y a plusieurs actions, alors pas que des boîtes, parce que en général, plus ton taux de rendement du dividende il est élevé, ça veut dire que ta boîte, en fait, les gens ils ont pas confiance dans ta société. Mais t'as des boîtes qui sont solides depuis longtemps, qui sont là depuis longtemps et qui ont des taux comme ça à 7, 8, 10%. Est-ce que c'est le moment de charger la mule, selon toi? Est-ce que je vais pas te dire, moi je suis pas. Seul truc que je vois, je trouve que dans une allocation de portefeuille, il est bon d'avoir des actions à haut dividende en ce moment. Pourquoi? Parce que figure-toi que la sensibilité de ces actions à une hausse des taux d'intérêt est plus faible que celles qui payent des faibles dividendes. Ça tient à la valorisation de l'action. Tu sais, c'est une actualisation des flux futurs, et là tu pars sur des dividendes élevés, sur des dives élevés sur une longue période. Donc l'ascension au taux est plus faible. Donc dans un environnement de hausse des taux, je préfère avoir des actions à haut dividende. Ok. Après, à bien faire là, si vous avez une boîte qui a 25% de dividendes, c'est peut-être que les gens ils y croient plus et que elle tiendra pas pendant 4 ans. C'est ça. Pendant 4 ans cette distribution de dividendes. Et faites bien attention parce que moi au début je l'avais pas fait quand j'étais débutant. Comment votre courtier, on dit courtier, ouais, le broker, il gère les retenues à la source des dividendes, c'est super important. Selon les pays, par exemple les actions UK, souvent il y en a pas, donc vous touchez 100% du dividende. Il y a des actions, je sais que par exemple moi les actions hollandaises là, j'ai des retenues à la source de 30%, donc voilà, c'est assez compliqué après de récupérer ces retenues à la source. Donc faites bien attention à ça. Et ouais, donc dans c'est vrai que c'est un peu les après coup, on se dit que c'est les meilleurs moments pour investir. Donc là, on est dans un bas de marché. On sait jamais quand on touchera le bas, mais c'est le moment de se poser la question, je pense. Ouais. Tu vois, toi, avec ton approche d'investissement fractionné, constant dollar investing, c'est parfait. Là. On est le 15 juillet, 3e semaine de juillet, ou je sais pas si c'est en fin de mois. Tu vas avoir un bon point d'entrée pour ton nouvel. Moi, c'est le 3e lundi de chaque mois, donc c'est lundi prochain que je fais mes investissements. En général, j'ai mon rappel je l'ai vu aujourd'hui, j'ai mon rappel dans le calendrier au Outlook là. Donc acheter des actions. Ok, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de la question. J'ai des questions pour la fin. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose sur tes portefeuilles? Non, j'espère que ça a pu aider les auditeurs. Et voilà, je vous fais une annonce. Je l'ai fait déjà dans le podcast de la semaine dernière. J'ai créé un groupe Telegram et j'ai vu il y a déjà 22 membres. Donc là, on est vendredi. J'ai publié mercredi. Donc, si vous voulez réagir au podcast, mettre vos stratégies ou quoi sur le groupe Telegram, insultez Xavier, ça se passera là, mais s'il vous plaît, dans la bonne courtoisie. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment le groupe, il a sa place pour ce genre d'épisode, pour justement nous dire ce que vous en pensez, comment vous adaptez à la situation actuelle dans vos investissements. Ok, alors j'ai 3 questions pour toi. Il y en a une, c'est comment est-ce que tu continues à te former? C'est vrai que surtout le monde des actions, c'est un monde où il y a beaucoup de. En fait, t'as des gens qui sont payés pour écrire quoi qu'il arrive, tu vois. C'est un peu comme quand il y avait le Covid, ils ont appelé des médecins. Les médecins, ils savaient, je pense que les 3 quarts, ils savaient pas quoi dire. Ils étaient là, mais en gros, si tu dis rien, t'es pas réinvité. Donc, tu vois, tu perds ta crédibilité. Donc, sur les actions, faut faire un bon tri. Comment est-ce que toi, t'arrives à justement à continuer à te former, à prendre les bonnes infos? En fait, je cherche, figure-toi que j'ai lu beaucoup de choses, etc. Et je partage ton avis. Et franchement, il faut faire la différence entre l'ivraie et le bon grain dans toute la presse financière qui a été publiée. Mais là, j'essaye de prendre les choses différemment, au sens où j'identifie des personnes
et qui ont en général des bonnes performances passées, et j'essaye de lire les écrits de ces personnes. Tu vois. Ok. Tu vois, en finance, tu as le livre sur les options, tu as le livre de Jean May, mais tu as aussi un livre d'une personne qui s'appelle Lee Lowell. Par exemple, une fois, tu m'avais posé la question ce que je pensais de l'analyse technique. Franchement, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est très aléatoire, compliqué. Cependant, figure-toi qu'il y a une personne qui marche très bien, qui arrive à en vivre depuis 20 ans. S'il y a un livre à lire dans le domaine, pour moi, c'est le livre de Peter Brandt. Okay. Donc, l'analyse technique, c'est vous regardez les courbes. Selon l'animal auquel ça ressemble, faut acheter ou vendre, voilà. Grosso modo. Si tu me demandais en termes de construction de portefeuille qui lire, pour moi, il y a une référence aux US, s'appelle Bernstein. Il a écrit des livres sur la construction de portefeuille. Voilà. Tu vois, donc c'est plus des personnes qui ont des tracks, qui sont connus et qui ont eu des succès, et lire soit leur biographie, soit leurs écrits. Ok, super intéressant. Et puis en fait, souvent même si le monde y change, leurs conseils ils restent quand même d'actualité c'est ça. Très longtemps. Et puis tu sais, Thibaut, souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, que c'est plutôt simple. Il faut trouver. Ils ont toujours cherché comme nous, ils cherchent un avantage concurrentiel, une niche ou une façon d'aborder le sujet différente, mais c'est pas forcément compliqué. Et je pense qu'il faut pas chercher quelque chose de trop compliqué. Ok. Alors j'ai une nouvelle question pour toi, et j'en suis assez fier. C'est si je te donnais 3 000 € de plus par mois, qu'est-ce que t'en ferais? Avant je disais 100 000 €, mais 100 000 ça se claque d'un coup et tout. 3 000 j'aime bien parce que ça peut aller dans ton lifestyle, ça peut aller dans tes investissements, ça change pas la vie mais ça fait quand même un peu d'argent. Donc qu'est-ce que tu ferais avec 3 000 € de plus? Ok. Alors, déjà 3 000 €, c'est-à-dire que tout le reste, c'est en plus. 3 000 € net après prestations sociales, nouvelle loi Macron, le gaz que tu vas payer en plus parce que t'es dans les hauts revenus. Bon, écoute, je ferais simple, je ferais un quart dans l'IMO, parce que je trouve que là, on a des bons points d'entrée, et notamment sur l'immobilier côté liquide, tu vois, quand je vois Unibail qui a perdu 30%, voilà, je trouve ça facile. Je mettrais soit l'immobilier coté, ou sinon je regarderais des SCPI étrangères avec, tu sais, un avantage fiscal. Je pense qu'on commence à avoir des bons points d'entrée, donc je ferais ça. Ouais, c'est ça, parce que je regardais là pour préparer l'épisode, justement, t'as Clépierre, qui est connu, qui a une renta de dividendes de l'ordre de 10% en ce moment, donc pas mal. Pas mal. Et tu vois, ça se met en place en un clic, ça, donc c'est facile. Après, j'investirais sur les actions dans ma poche inflation, bénéficiaire de l'inflation, tu vois. Tout ce que je t'ai décrit préalablement, 25% que je mettrais là-dessus. Je mettrais en plus 25% pour l'épargne, mais tu vois, pour trouver ce moment-là, je t'ai décrit tout à l'heure, je pense qu'on va avoir un bon moment, une belle baisse, et on n'est peut-être pas loin d'un point d'entrée important, et je mettrai un peu de côté pour pouvoir renforcer mes expositions actions opportunément dans les semaines à venir. Et enfin, et ça c'est un truc qui me fait très plaisir, moi, je mettrai 25% dans l'économie réelle et solidaire. Je t'explique, dans l'idéal, j'aimerais trouver une entreprise dans laquelle je crois, dans laquelle je puisse investir. Tu vois, un projet qui, en plus, me tient à cœur, un truc où je trouve que les gens sont bien, valables, pas forcément un truc extraordinaire, mais tu vois, donner un peu de sens à un investissement plutôt que de le donner à une grosse boîte, mais avec une finalité de rentabilité, quoi. Enfin, je sais pas si ça pourrait être aussi simple qu'un garage, un resto, ou je ne sais pas, mais aider des gens qui veulent se lancer, créer, quoi, ou une petite entreprise, une start-up, des jeunes diplômés. Et ça, c'est avec mes 25%. Et dans cette poche aussi, je ferai un investissement à une assoce, un don, tu vois, parce que je l'ai fait, et t'as pas idée du bonheur que j'en retire. Moi, par exemple, c'est une association qui fait des centres aérés pour les enfants. Et bien, quand le directeur me dit, voilà, on a pu acheter des livres, une nouvelle sono, c'est des petites choses, mais je t'assure que travailler tous les mois et pouvoir un peu aider d'autres personnes comme ça sur des projets qui vont créer de la valeur directement, tu vois. J'investis pas sur un ETF ISR, là, je veux directement
pouvoir échanger avec la personne et qu'elle me dise parce que ça, en quoi ça l'a aidé, quoi. Ça, Donc 25% IMO, 25% épargne, 25% action et 25% si tu veux private equity et solidaire. Bah cool. Ça fait un bon mix. Bah super. Et en plus là tu rentreras en DCA vu que c'est 3 000 € par mois, tous les mois. Tac au tac TV. Le tac au tac TV. Ok. Et j'avais une dernière question, c'est aussi une nouvelle question. Est-ce que tu as eu une surprise au cours de la dernière année? Quelque chose, ça peut être positif, ça peut être négatif, quelque chose auquel tu t'attendais pas et qui a eu un effet, alors soit sur ta vie professionnelle, soit sur ta vie personnelle. Voilà, quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, je sais pas quoi te dire, Thibaut. Bah, t'es pas obligé, hein, c'est une question. Là, cette question est une surprise en elle-même. Dans le boulot, si tu me posais la question, ce serait de discuter avec des clients qui comprennent pas que ce qu'on est en train de vivre sur l'inflation, ça change tout, quoi. Qu'il faut pas regarder les 15 dernières années, il faut revenir 40 ans en arrière. Ça, c'est, tu vois, ça me surprend vachement parce qu'ils sont en train de tester leur portefeuille sur les 20 dernières années, mais il faut pas du tout réfléchir de façon linéaire. Il faut regarder, tu vois, un peu cyclique, il faut regarder bien en arrière. Et ça, on n'est pas habitué. Je vois bien qu'on n'est pas habitué à faire ça. On est plus dans le confort de regarder sa mémoire courte des 15-20 dernières années, tu vois. Ok, ouais, très intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. J'étais super content de t'avoir et puis d'avoir vraiment un pro de la finance de marché. C'est pas facile à. Bah nous, c'est un peu le hasard du podcast et du Club Invest qui nous a fait nous rencontrer, parce que j'avais déjà essayé d'avoir des personnes qui travaillent dans des banques et tout ça, donc forcément elles ont d'autres chats à fouetter, elles veulent pas exposer leur stratégie de la banque, etc. Et puis après tous les gens, si c'est pour avoir un gars qui fait le beau sur Instagram, je peux au moins ma propre crédibilité, j'en suis sûr, alors qu'elle a l'air beaucoup moins. Merci aussi Thibaut. Moi, je te l'ai dit, j'aime beaucoup tes podcasts. Tous les mercredis matins, ça me fait. J'attends avec impatience ton nouveau podcast et j'étais content d'échanger avec toi. J'espère que ça a pu intéresser tes auditeurs. Je suis sûr que oui. Celui de la semaine prochaine, tu l'auras déjà entendu du coup, vu que ce sera celui-là. Et je te souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Salut Thibaut. Bye bye. Ciao, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. On a tenu 1 heure. Je pense que j'essaye vraiment toujours de faire un épisode d'environ 1 heure. Pour ceux qui courent, voilà, au bout d'1 heure, on commence à être un peu fatigué. Donc, merci à tous. Je vous rappelle, partagez l'épisode, c'est super important. Likez, commentez. En ce moment, j'ai les écoutes qui explosent et ça me remplit de joie parce que chaque semaine, vous vous doutez bien que c'est un investissement en temps et en énergie de publier pour vous un épisode. Et juste avant de conclure, je vous rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, et on a déjà 24 membres. J'ai créé un canal Telegram dans lequel vous pouvez commenter les épisodes. Vous pouvez aussi partager vos stratégies d'investissement si vous avez des nouveaux projets immobiliers que vous voulez présenter, si vous voulez avoir les retours des auditeurs du podcast. Voilà. Le lien est dans la description. Donc c'est sur Telegram. Donc Telegram, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu une espèce de WhatsApp, mais bon, voilà, avec des différences significatives, mais ça fonctionne un peu comme WhatsApp. Le lien dans la description du podcast. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouvera la semaine prochaine avec une invitée d'exception. À très bientôt. Bye bye.